Émilie, donc qui porte sur la déficience visuelle. Je vais juste demander, très bien Emeline, merci de commencer l'enregistrement. Donc pour ce faire, nous accueillons plusieurs professionnels du service Remora, de l'os, donc que je remercie très sincèrement pour leur investissement et pour leur présence aujourd'hui. Avant de leur laisser la parole, je vais juste vous rappeler, informer les nouveaux inscrits que ce temps d'information donc est enregistré et que si vous ne souhaitez pas apparaître sur la vidéo, il vous suffit tout simplement de couper votre caméra. Vous rappelez également ou vous informez que le support présenté aujourd'hui vous sera transmis à l'issue de la présentation, avec donc un lien pour accéder à l'enregistrement. Ce lien d'ailleurs vous permet d'accéder à l'ensemble des vidéos enregistrées depuis la mise en place donc des 1 heure pour l'autonomie. Vous rappelez enfin que vous pouvez poser des questions à l'envi dans le chat, questions auxquelles nous vous répondrons dans un second temps, et la foire aux questions vous sera transmise également avec le support de présentation. Je vais donc laisser la parole aux professionnels de Remora et dans un premier temps à Madame Carion. Écoutez, je vous laisse Madame Carion vous présenter, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Merci Madame Martin, merci au pôle autonomie de Lille et à la MDPH de nous permettre aujourd'hui de vous parler d'un handicap encore bien méconnu et qui passe souvent inaperçu, la déficience visuelle, ou devrais-je dire les déficiences visuelles. Alors en 1 heure, nous n'avons pas la prétention de présenter tout ce qu'il y aurait à dire sur ce sujet. Comment vous parler de l'essentiel ? Eh bien, nous avons tenté de nous mettre à la place du professionnel qui ne connaît pas ce handicap et qui accueille une personne malvoyante ou non-voyante pour la première fois dans son bureau. Quelles sont les informations utiles à connaître ? Concrètement, comment adapter mon comportement ? Comment orienter cette personne qui ne me voit pas ou qui me voit mal ? Notre intervention se déroulera en 5 parties. Donc, une présentation rapide des services de Remora et de l'association Voir Ensemble, une définition de la déficience visuelle, les conséquences, les professionnels et les accompagnements proposés, et enfin, les conseils concrets pour accompagner et accueillir une personne qui présente une déficience visuelle. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de présenter rapidement notre service. Le service Remora, c'est un service géré par l'association Voir Ensemble et qui est composé en fait par 2 services. Le SAVS, le service d'accompagnement à la vie sociale, qui est financé par le département du Nord et du Pas-de-Calais, et le service d'appui à l'emploi, financé par l'AGFIP et le FIPHP. Nos actions visent à maximiser l'autonomie et le bien-être des personnes malvoyantes et non-voyantes en fonction de leur motivation et de leurs besoins, par l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire, psychologue, ergothérapeute, instructrice de locomotion, instructrice en AVJ, transcripteur de braille, éducateur spécialisé, assistante sociale, ergonome, conseiller technique en informatique. Le service d'accompagnement à la vie sociale intervient sur tout le département du Nord, auprès de personnes âgées d'au moins 18 ans, sans limite d'âge, reconnues en situation de handicap visuel et bénéficiant d'une notification SAVS délivrée par la MDPH. Nous avons un agrément de 68 places et nous suivons en moyenne 350 personnes par an. La majorité des demandes concernent des personnes devant faire face à une baisse visuelle au cours de la vie et souhaitant maintenir leur autonomie chez elles. 1/3 de ces personnes ont plus de 60 ans. Nous intervenons également auprès de jeunes adultes déficients visuels, alors le plus souvent des personnes qui ont un handicap congénital, souhaitant prendre leur indépendance et quitter le domicile familial pour vivre la première fois seul. Et puis, à la marge, le public plus âgé,
nous sollicitent pour intégrer un établissement pour personnes âgées, avec par exemple visite des EHPAD, prise de repères, sensibilisation des professionnels. Alors les interventions sont très variables. En tout cas, le SAVS se veut être une passerelle pour aider les adultes en situation de déficience visuelle à accéder comme tout un chacun à toutes les structures de droit commun. Il ne s'agit pas de remplacer les professionnels de proximité, mais bien de permettre l'accès à ces professionnels. Un accompagnement dure en moyenne 2 ans. Les prestations pour y parvenir sont très variables d'une personne à une autre. On peut intervenir pour préconiser du matériel compensatoire, le matériel basse vision que nous allons vous présenter rapidement par la suite, proposer des apprentissages de techniques spécifiques à la déficience visuelle, aider à la recherche d'occupation, de loisirs, d'activités. Lorsqu'on perd la vue, parfois c'est compliqué de savoir ce qu'on peut faire à nouveau, comment m'adapter à toutes ces occupations, comment m'intégrer dans un groupe. Aider ponctuellement dans les démarches administratives, en tout cas le temps de trouver des relais ou le temps de permettre à la personne de refaire elle-même ses démarches. Des apprentissages plus éducatifs, des sensibilisations de partenaires ou de l'entourage de la personne, pouvoir expliquer comment on voit la personne, comment l'aider au quotidien, comment ne pas trop l'aider, apporter un soutien psychologique tout au long de l'accompagnement et aussi aider à l'accès à un logement adapté. Le service d'appui à l'emploi, lui, intervient vraiment de manière spécifique sur l'insertion professionnelle en milieu ordinaire. Alors, c'est un plateau technique proposant des compétences spécifiques mises à disposition des opérateurs de droit commun pour faciliter soit l'insertion, soit le maintien dans l'emploi. Et cela sur toute la région des Hauts-de-France. Ce service peut intervenir dans le cadre des prestations de la GFIP qu'on appelle PASS ou EPAST. Ce sont des prestations qui sont prescrites directement par les Cap Emploi, les pôles emploi, les missions locales ou encore le médecin du travail. Ce service peut aussi être sollicité directement par des employeurs, des centres de formation, des grands groupes de collectivités territoriales sur devis personnalisés pour aménager les postes de travail ou pour proposer des formations auprès des salariés. Voilà pour les services. Alors, qu'entend-on par déficience visuelle? Déjà, quelques petits chiffres pour vous donner une idée. En France, donc on compte 1,7 million de personnes déficientes visuelles, soit 2,5% de la population, dont 207 000 totalement aveugles. 61% des personnes déficientes visuelles ont plus de 60 ans. Et dans le monde, 36 millions de personnes non-voyantes et 253 millions de personnes malvoyantes. Dans la déficience visuelle, on va dire qu'il y a deux grandes notions très générales. Deux catégories. Les personnes aveugles, on dit aussi non-voyants ou atteints de cécité, et les personnes malvoyantes, atteintes de malvision ou encore amblyopes. Les critères, alors l'apparition peut bien évidemment arriver pendant tout le long de la vie, que ce soit de naissance ou au cours de la vie. La déficience peut être brutale ou progressive, évolutive ou stable. Tous les âges sont concernés. Pour pouvoir définir cette déficience visuelle, 2 critères sont importants, en tout cas au niveau légal, même si évidemment d'autres critères sont à prendre en compte. L'acuité visuelle et le champ visuel sont essentiels pour pouvoir définir la déficience visuelle. Alors, l'acuité visuelle, c'est la mesure du pouvoir discriminant de la rétine. C'est la capacité à percevoir des détails plus ou moins nettement. Elle se mesure en dioptrie. Ça se compte en dixième, en fait. Et elle permet de donc préciser la netteté de ce que l'on voit à une distance bien précise. Et elle se mesure sur chaque œil précisément. Le deuxième critère, c'est le champ visuel.
c'est la mesure de l'ensemble des points que je peux percevoir dans l'espace sans bouger les yeux. Son unité de mesure est le degré. Alors, un petit exemple avec le volet 2 que vous pouvez retrouver lorsque vous complétez un dossier MDPH. Ce document est très important, il n'est pas forcément connu parce qu'il n'est pas systématique en fait dans le dossier de la MDPH. Donc, l'acuité visuelle, en fait, on la retrouve sur le volet 2, sur la première page, là où c'est entouré, œil droit, œil gauche. Il y a vraiment un endroit où l'ophtalmologiste va pouvoir noter précisément l'acuité visuelle. Et sur le recto du document volet 2, vous avez le champ visuel qui va permettre de griser les zones qui ne sont pas perçues par la personne. Et donc, c'est l'ophtalmologiste qui remplit ce schéma et qui va permettre à la CDAPH d'évaluer le handicap visuel. En tout cas, c'est les critères les plus essentiels, même si d'autres critères sont importants. Alors, selon l'OMS, on a donc une classification bien précise. Alors nous, avec notre vision dite normale, au niveau de l'acuité visuelle, nous avons 10 dixièmes pour chaque œil et un champ visuel de 180 degrés. Eh bien, on va considérer que nous sommes malvoyants lorsque notre acuité visuelle est comprise entre 3 dixièmes et 1 vingtième pour le meilleur œil, avec ma correction optique, avec mes lunettes, et ou si mon champ visuel est inférieur à 20 degrés en binoculaire. Enfin, on parlera de cécité légale lorsque l'acuité visuelle sera inférieure à 1 vingtième pour le meilleur œil, avec la correction toujours, et ou lorsque le champ visuel sera inférieur à 10 degrés en binoculaire. Un petit exemple, toujours avec notre formulaire, le volet 2. Voici donc l'exemple d'un ophtalmologiste qui a indiqué que la personne avait donc à l'œil gauche 1 dixième et à l'œil droit 2 dixièmes. Donc c'est bien complété sur le document, là où c'est entouré. Vous devez le voir là sur la photo. Et en fait, la vision d'un œil va être indiquée sur le tableau qui va nous permettre de calculer le taux de handicap. Donc, on prend l'acuité visuelle sur un œil au niveau de la colonne horizontale et l'autre œil sur la colonne verticale. Et en fait, le point de rencontre entre les deux donne le taux médical d'incapacité. Donc 1 dixième d'un côté et 2 dixièmes de l'autre. On obtient 72% de taux de handicap. Voici un autre exemple d'une personne qui présente une restriction de son champ visuel cette fois-ci. Donc le champ, en fait, comprend 85 points sur le schéma. Nous qui avons une vision dite normale, nous voyons ces 85 points. Pour une vision normale, le schéma serait entièrement blanc. Pour cette personne, on va comprendre en fait qu'elle va juste percevoir la vision centrale. On va compter en fait 9 points, 9 zones qui sont blanches que la personne peut percevoir. Tout ce qui va être rouge, ou parfois dans d'autres situations c'est grisé, tout ce qui est rouge, ce sont les zones qui ne sont pas perçues. Et donc le taux de handicap, eh bien, c'est le nombre de zones non perçues, c'est-à-dire le nombre de points qui sont dans les zones rouges. On va donc compter 76 zones rouges sur les 85 points, ce qui permet de calculer 76% de taux de handicap pour cette personne. Alors, je vais laisser la parole à ma collègue Amandine Bachelet, notre coordinatrice du pôle sensibilisation, qui va maintenant aborder les conséquences des déficiences visuelles. Bonjour à tous. Donc, les définitions qu'on vient de voir permettent de comprendre de manière théorique de quoi il s'agit. Maintenant, on va aborder de manière un peu plus concrète quel impact la déficience visuelle peut avoir dans le quotidien de la personne.
Comme on l'a dit, il y a beaucoup plus de personnes malvoyantes que de personnes non-voyantes. On peut même dire qu'il y a autant de façons de mal voir que de personnes malvoyantes. C'est-à-dire 2 personnes avec une même pathologie auront des conséquences différentes et auront un potentiel visuel différent. Donc, pour avoir une idée de ce que ça représente, on va vous présenter dans un premier temps les principales façons de mal voir, les grandes atteintes visuelles et leurs conséquences. Il y a donc la vision floue, donc c'est lorsque l'atteinte lorsqu'il y a une atteinte de l'acuité visuelle. Et ensuite, il y a les atteintes du champ visuel. Donc l'altération de la vision périphérique sur le côté, l'altération de la vision centrale et les scotomes que je vais développer après. Alors, on commence par vous présenter 2 situations de vision, de près et de loin. Donc sur la gauche, c'est un environnement urbain, hein, on voit une intersection, un croisement, des vitrines, des obstacles et une situation de lecture sur la droite. Donc là, il s'agit de la vision normale, 10e, comme on l'a dit, avec un champ visuel de 180 degrés. À chaque fois, ces 2 situations de vision de près et de loin vont être reprises avec les différentes façons de mal voir. Donc on va commencer par la vision floue. Alors, le rappel, hein, l'acuité visuelle, comme on l'a vu, c'est ce qui permet de voir les détails, de reconnaître. Là, on voit tout de suite qu'on a des difficultés à reconnaître les personnes, reconnaître les enseignes, distinguer les obstacles, hein, sur la photo de gauche, hein, bien sûr, je parle, mais aussi sur la photo de droite, hein, tout ce qui est lecture, là, devient très compliqué. Lecture, écriture devient beaucoup plus difficile. De quoi on a besoin pour essayer de compenser, quand on a une vision floue? Ce qui est important, c'est le contraste. Rien que sur la photo de gauche en situation de rue, on se rend compte que, le passage piéton est un peu plus facile à repérer. Il ressort un peu plus parce qu'il est blanc sur le fond noir. On peut apercevoir les véhicules derrière et bien, on voit beaucoup mieux les véhicules blancs que les véhicules gris. Donc amener du contraste, heu, permet de faire ressortir les choses. Un poteau gris, sur un sol gris, quant à lui, peut devenir invisible. Ensuite, ce qui est important, c'est le besoin d'éclairage. On ne voit pas forcément là sur la situation de rue, mais une lumière adéquate va permettre de mieux mettre en valeur, les choses pour aider à la perception. Ce qu'on retrouve aussi, donc pour les personnes qui ont une vision floue, c'est ce qu'on appelle donc la photophobie. C'est tout simplement une forte sensibilité à la lumière qui crée une gêne, voire même des douleurs pour les personnes concernées. Dans les exemples de pathologie, hein, la liste n'est pas exhaustive, on peut retrouver la cataracte, qui est donc un trouble de la vision qui survient lorsque le cristallin, la petite lentille ovale située derrière la pupille, perd de sa transparence. On dit qu'il s'opacifie, les rayons lumineux parviennent moins bien à la rétine, ce qui explique que la vision se brouille. Le cristallin joue le même rôle en fait qu'une lentille d'un objectif d'un appareil photo. Ça fait la mise au point de l'image selon la distance de l'objet observé. Donc la conséquence est une vision floue quand il ne fait plus correctement son travail. On peut retrouver également la myopie forte. Ça excède 6 ou 8 dioptries, comme Madame Carion nous l'a présenté sur la mesure de l'acuité visuelle, et suppose une plus grande prédisposition à provoquer des complications oculaires associées. On peut retrouver également l'albinisme, qui est donc là on appellerait l'albinisme oculocutané, qui regroupe un ensemble de maladies héréditaires caractérisées par une dépigmentation de la peau, des cheveux et des yeux. L'albinisme s'accompagne toujours d'une atteinte ophtalmologique, avec notamment l'acuité visuelle diminuée. On passe maintenant à un exemple d'altération de vision périphérique. Je dis bien un exemple, parce que là, il s'agit d'une atteinte assez forte, un champ visuel assez réduit, qui peut exister, mais ça peut être évidemment très variable en fonction des situations. Donc on retrouve bien les 2 mêmes photos, hein, qui peuvent être méconnaissables pour, en tout cas, la partie, en milieu urbain. On ne distingue qu'éventuellement le manteau, le blouson rouge de la personne qu'on voyait au milieu du trottoir. Mais ça contraint les personnes qui ont une atteinte, comme ça à devoir mobiliser la tête.
les mouvements oculaires pour aller chercher les informations tout autour. Il faut balayer avec le regard, bouger la tête dans tous les sens, en haut, en bas, pour avoir une compréhension plus complète de l'environnement. Et là, tout de suite, on peut le dire que c'est fastidieux, c'est énergivore et il ne faut pas négliger ce point-là. Donc, c'est possible d'appréhender à peu près correctement l'environnement, mais ça prend beaucoup d'énergie. Sur la photo de droite, lire quelques mots, dans l'absolu, c'est possible. Tout dépendra évidemment de l'acuité visuelle de la personne. Là, sur la photo, l'acuité visuelle est correcte. Bien évidemment, en fonction de la pathologie et du potentiel visuel de la personne, c'est rare quand même de garder 10 dixièmes quand on a une atteinte du champ visuel périphérique. Mais dans l'absolu, on peut lire, mais c'est du coup très contraignant et pas du tout confortable. Les difficultés, du coup, sont multiples, comme on peut s'en douter, au niveau des déplacements. Il faut donc sans cesse pour la personne bouger la tête et le regard pour pouvoir appréhender les obstacles. L'impression pour les personnes qui ont ce potentiel visuel-là, c'est que les obstacles apparaissent d'un coup d'un seul devant elles, parce qu'il n'y a pas d'anticipation possible. On retrouve l'héméralopie, c'est de se retrouver en situation de quasi-cécité lorsque la luminosité est faible. C'est quelqu'un qui peut s'en sortir un peu plus facilement, en tout cas dans une bonne lumière, en plein jour, mais une fois le soir venu ou dans une pièce où la lumière n'est pas bonne du tout, se retrouver complètement, beaucoup plus en difficulté en tout cas. Donc on appelle ça l'héméralopie. Il y a également un impact sur la vision des mouvements. Les voitures, si on reprend la situation de la rue, les voitures, les passants, les vélos, tout ce qui est en mouvement et qui passe à côté de nous et qui normalement interpelle un petit peu notre regard pour nous mettre en vigilance, ne sont pas perçus. Donc on retrouve ce problème d'anticipation du danger et des obstacles. Besoin d'éclairage, de manière générale, on le retrouve tout le temps. Un éclairage adapté, c'est-à-dire ni trop peu, ni trop faible. On retrouve également la photophobie, c'est-à-dire la forte sensibilité à la lumière. Dans les exemples de pathologie, il y a par exemple la rétinique pigmentaire, qui est une maladie génétique dégénérative de l'œil, qui se caractérise par une perte progressive et graduelle du champ visuel périphérique, qui évolue généralement vers la cécité. On retrouve également le glaucome, qui est une maladie chronique de l'œil due à des lésions du nerf optique. Et tout ça, c'est dû à cause d'une trop forte pression dans l'œil. Si elle n'est pas traitée, ça peut engendrer une déficience grave de l'atteinte du champ visuel sur les côtés. On arrive à l'altération de la vision centrale. Une fois encore, c'est un exemple, ça peut être plus ou moins important, de forme plus ou moins variée. On retrouve la nécessité pour les personnes qui sont atteintes de ce trouble-là, de devoir, encore une fois, tourner la tête, mobiliser la nuque, la tête, les mouvements oculaires, pour pas louper, entre guillemets, une information qui serait pourtant pile en face d'elle. Un obstacle, un poteau, ou dans une situation de maison, un téléphone sur une table, des clés. Là, par exemple, si on cherche si la personne a rendez-vous avec quelqu'un, dans la situation de l'environnement urbain, le personnage qui était au milieu avec le manteau rouge n'existe plus. Donc, ça demande bien de faire des mouvements de balayage pour pouvoir bien appréhender tout ça. Quelqu'un donc qui a une atteinte de ce type peut se cogner contre un obstacle qui est devant, alors qu'il donne l'impression de regarder bien devant, ce qui peut créer de l'incompréhension de la part des autres. On retrouve une fois encore la photophobie, sensibilité à la lumière, des difficultés de lecture-écriture. Quand on regarde la photo de droite, ça devient compliqué parce qu'on a du mal à percevoir les détails, à discriminer les choses fines. Ces situations du quotidien posent problème. Dans les exemples de pathologie, on retrouve la DMLA, qui est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est une dégradation d'une partie de la rétine, la macula, pouvant mener à la perte de la vision centrale. C'est une maladie d'origine multifactorielle qui concerne les plus de 50 ans. Bien que très invalidante,
la DMLA ne rend jamais totalement aveugle puisque la partie périphérique de la rétine reste intacte. On peut retrouver également la maculopathie diabétique, qui est une atteinte liée, c'est les petits vaisseaux de la rétine qui deviennent anormalement perméables à cause d'une accumulation de liquide dans la rétine. Ça s'appelle l'œdème maculaire diabétique responsable d'une baisse progressive de la vision, pour les exemples de pathologie. Et on arrive au scotome. Donc la définition, c'est des taches en fait dans le champ visuel, des zones non perçues, qui peuvent être de n'importe quelle taille, de n'importe quelle forme, disséminées de manière étendue ou moins étendue. Encore une fois, ça nécessite pour la personne de mobiliser le mouvement pour pouvoir chercher ce qu'on appelle des fenêtres de vision. Là, on peut, sur la photo du milieu urbain, l'enseigne sur la droite, elle peut être dans le champ de vision. Donc voilà, on va un petit peu chercher les fenêtres de vision autour de ces scotomes. Dans les conséquences, on retrouve donc l'héméralopie, difficulté dès que la lumière est trop sombre, altération de la vision des couleurs, difficulté de lecture et d'écriture, on peut le constater sur la photo de droite. On retrouve dans les exemples de pathologie le glaucome, hein, donc trop de pression oculaire qui vient porter atteinte au nerf optique. Également la rétinopathie diabétique, qui est une complication du diabète sucré résultant de l'atteinte des vaisseaux de la rétine, mettant en jeu le pronostic visuel. Voilà pour les grands types d'atteintes de déficience visuelle. On va passer maintenant aux conséquences, qui sont multiples. Les 3 grands domaines, c'est psychologique, essentiellement pour les personnes qui perdent la vue, qui doivent se reconstruire sur ce plan-là. Également le domaine fonctionnel, on s'en doute bien, perte des capacités à effectuer des tâches du quotidien, mais aussi comportemental. On va développer là plus particulièrement les conséquences comportementales et fonctionnelles. De toutes les manières, comme on a commencé à le dire, il faut retenir que la déficience visuelle génère de la fatigue chez la personne, car elle doit mobiliser son énergie, son attention de manière conséquente au quotidien pour toutes les tâches à réaliser. Dans les conséquences comportementales, on retrouve les atteintes posturales. En fait, c'est tout simplement la vue, la vision qui fait qu'on se redresse, qu'on se tient droit, qu'on regarde devant. Donc, on peut retrouver une position de la tête vers le bas, sur le côté. Les personnes atteintes d'une déficience visuelle peuvent ne pas se tenir droit, peuvent avoir tout le temps une posture un peu courbée. Dans les attitudes, alors qu'on peut qualifier de socialement étranges, surtout pour les personnes qui n'ont pas les informations pour comprendre, hein, entendons-nous bien. Quelqu'un de déficient visuel peut se positionner très proche des gens pour leur parler parce que l'acuité n'est pas bonne, elle a besoin de la reconnaître, elle a besoin de bien appréhender son visage, donc de s'approcher peut-être un peu trop proche. On retrouve ce qu'on appelle des blindismes. Ça vient du mot blind, qui est aveugle en anglais. Ça désigne des comportements répétitifs, stéréotypés des personnes atteintes de cécité. On peut retrouver des balancements du corps, des mouvements des mains, avoir des gestes où on appuie un petit peu sur les yeux avec ses doigts. Ce n'est pas à confondre avec un comportement qui peut faire penser à de l'autisme, parce que contrairement à ça, quelqu'un de déficient visuel à qui on dit « Ah, attention, là, tu te balances beaucoup » ou « Attention au mouvement des mains », peut stopper, en prend conscience et stoppe ce comportement. Mais en tout cas, voilà, on peut observer ça quand même, ce qui peut du coup, surprendre si on n'est pas informé par ces possibilités. Pareil, ne regarde pas son interlocuteur en face, hein. Souvenez-vous de la fenêtre de vision, quelqu'un peut parfaitement être en discussion avec vous, vous parler, mais pour autant regarder le mur juste à côté, parce qu'elle vous observe avec, soit, la zone de son champ visuel périphérique, si c'est une atteinte centrale, ou parce qu'il y a des scotomes un peu épars et que finalement elle a besoin de regarder à côté le mur pour pouvoir vous parler. Si on n'est pas informé, c'est toujours pareil, ça peut paraître étrange, on peut ne pas comprendre pourquoi la personne ne nous regarde pas. Dans les troubles de l'esthétisme, voilà, la personne peut
avoir des problèmes d'esthétisme, mal coiffés, mal rasés, des vêtements tachés, non assortis. Évidemment, on n'est pas en train de dire que toutes les personnes qui présentent une déficience visuelle ont ces difficultés-là, mais ça peut arriver et forcément, on peut faire le lien avec les problèmes de vue. On pourrait ajouter même, dans les choses qu'on remarque, des difficultés tout simplement à marcher en ligne droite, besoin d'avancer en touchant les murs. J'ai des personnes des fois qui me disent: «Mais j'ai honte de me déplacer dans mon quartier, mes voisins ils vont croire que je suis saoule» parce que, voilà, on marche pas droit, on a besoin de longer les murs, se cogner à des obstacles, ne pas avoir anticipé une marche, une bordure et tout d'un coup, d'un seul, avoir un déséquilibre, voire une chute. On peut retrouver aussi ce qu'on appelle les nystagmus, c'est des mouvements rythmiques des globes oculaires, horizontaux le plus souvent, mais ça peut être aussi vertical ou même rotatoire, des 2 yeux qui sont le plus souvent atteints en même temps. On peut aussi retrouver souvent les personnes qu'on accompagne portent des lunettes noires ou des lunettes colorées, même à l'intérieur des bâtiments. Ça permet de lutter contre la photophobie. On a vu que c'était quand même, une sensibilité à la lumière qu'on retrouve sur, pas mal de pathologies visuelles et en fait, d'avoir des filtres jaunes, orange, rose, il existe un peu toutes les couleurs, permet un petit peu d'atténuer, l'agressivité des rayons, de la lumière et c'est quelque chose qu'on peut retrouver, qui peut paraître étrange si on n'est pas informé de ce que c'est ces drôles de lunettes jaunes ou oranges. Heu, Ensuite, on arrive sur l'impact dans, la relation aux autres et on peut retrouver, souvent la sensation d'être incompris. L'entourage qui ne comprend pas pourquoi un jour la personne va facilement, par exemple, retrouver ses clés sur la table et pas le lendemain. Donc ça crée de l'incompréhension, de l'agacement même, de la part de l'entourage. Heu, les personnes accompagnées nous parlent, souvent que, elles sentent qu'on peut les prendre parfois pour des menteurs, comme quoi ils font semblant de mal voir parce que, des fois on voit quelque chose et des fois on ne le voit pas. Il y a la fatigabilité accentuée. Les performances visuelles sont changeantes en fonction du matin ou du soir, de la lumière, du contraste. J'ai déjà constaté, par exemple, le mari d'une dame qu'on accompagne qui s'étonnait que sa femme pouvait, voir un petit détail, une tache sur la nappe, mais pas, mais pas la tasse de café qui était juste à côté. Donc voilà, des sensations d'incompréhension, de la part de l'entourage, c'est quelque chose qui peut être, souvent, vécu, et incompris dans les besoins. Des fois, les personnes vont avoir besoin de beaucoup de lumière et des fois, pas beaucoup. Dans les croyances préjugées, bah, une personne déficiente visuelle, ça ne veut pas forcément dire quelqu'un qui connaît, qui lit le braille. Ça ne veut pas forcément dire quelqu'un qui a une canne blanche ou un chien. Et dans les comportements de l'entourage, bah, le plus souvent, ils se veulent être bienveillants, mais ça peut parfois être lourd, oppressant pour la personne, des comportements de surprotection, on laisse plus rien faire parce qu'on a peur que la personne se blesse ou que ce n'est plus, des activités possibles pour elle. Ou au contraire, on n'a pas conscience, des petits détails auxquels il faut faire attention, à savoir ne pas laisser, une chaise, heu, qui traîne en dehors de la table ou, des portes ouvertes, la porte du lave-vaisselle par exemple. Voilà pour les grandes conséquences et les impacts qu'on peut trouver. Je vais aller donner la parole à madame Carillon, qui va nous expliquer les professionnels de la déficience visuelle. Alors, la réadaptation en basse vision doit traiter l'ensemble des incapacités et handicaps dans la perspective d'une approche globale de la personne. Les réponses proposées vont donc être pluridisciplinaires. Alors, nous allons d'abord vous parler des 3 O que vous connaissez, hein. L'ophtalmologiste, qui lui va chercher ce qu'il faut faire pour corriger, ce que l'on peut corriger, qui va diagnostiquer le trouble visuel pour proposer, lorsque c'est possible, un traitement, soigner, proposer des médicaments, du laser, de la photothérapie, de la chirurgie. Son intervention est nécessaire tout au long de la vie. Et là, on insiste là-dessus, hein. Je suis en EHPAD, je suis âgée de 98 ans, je dois continuer à voir mon ophtalmologiste toute la vie. L'orthoptiste, lui, réalise le bilan des capacités visuelles fonctionnelles. Il va aider la personne à acquérir les moyens et les stratégies pour compenser le handicap visuel. On l'appelle aussi le kiné des yeux. Il apprend par exemple à excentrer le regard pour fixer à côté de la tâche centrale dans le cadre de la DMLA. Et enfin, le 3e O, l'opticien spécialisé
en basse vision. Il conseille, il détermine et conçoit les lunettes de correction. Il propose aussi le matériel basse vision afin d'améliorer la perception visuelle, les lunettes loupes, les monoculaires, les téléagrandisseurs, les jumelles, etc., etc. Alors, dans les déficiences plus sévères, les rééducateurs en locomotion, les rééducateurs en acte de la vie journalière, les psychologues, les assistantes sociales seront nécessaires à un projet de rééducation et de réinsertion sociale que nous allons vous présenter. Je vais laisser la parole à ma collègue Blandine Chimbaud, qui va vous parler de son métier d'AVGiste, on dit aussi instructrice en AVJ. Bonjour à tous. Donc effectivement, je m'appelle Blandine Chimbaud, je suis instructrice en activité de la vie journalière. Depuis ce matin, vous avez certainement pris votre café, préparé votre petit déjeuner, choisi vos vêtements. Peut-être que si vous ne travailliez pas, vous avez nettoyé votre sol. Tout ça, ce sont des gestes du quotidien qui habituellement ne posent pas de problème. Pour les personnes déficientes visuelles, ces gestes, aussi banals soient-ils, peuvent représenter une grande difficulté. Or, ce sont des actes indissociables à une journée. S'exercer aux activités de la vie journalière a pour but de diminuer ces difficultés. Il s'agit donc de proposer aux personnes des exercices en situation concrète qui vont permettre de travailler un acte. Par l'amélioration de la gestuelle ou du positionnement, travailler l'ouverture de la porte du four, savoir retrouver un manche de casserole lorsqu'on cuisine, par l'adaptation de l'existant, mettre des points de repère sur une machine à laver, sur un interrupteur, mettre des points de repère sur des étiquettes de vêtements pour pouvoir retrouver le bon vêtement qu'on souhaite mettre, voilà, ou par l'accompagnement au choix d'un appareil spécifique à la déficience visuelle qui va permettre d'acquérir de l'autonomie au quotidien. Ce thème-là va être un peu plus développé par ma collègue, donc je ne vous en dis pas plus. Au-delà de l'apprentissage ou du réapprentissage de l'acte, l'AVJ va faire appel et permettre de travailler les autres sens, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût, la mémorisation, l'organisation, la concentration et la représentation mentale. Donc, les activités de la vie journalière s'adressent aux plus jeunes comme aux plus grands âges, pardon, que ce soit pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes, quelle que soit l'origine de la déficience visuelle, qu'elle soit acquise ou congénitale, et avec ou sans handicap associé. Donc effectivement, ça va reprendre tous les domaines qu'on retrouve au quotidien liés au domicile, c'est-à-dire les moyens de communication et la vie sociale, savoir utiliser un téléphone, savoir lire son courrier, pouvoir répondre à ses messages, à ses mails, savoir utiliser les moyens de paiement, la reconnaissance d'e-billets, voilà. Les activités de loisirs, accéder aux différents jeux de société, les petits chevaux, les échecs, mais ça peut être le jeu d'Uno, pouvoir avoir accès à la lecture de livres ou les activités manuelles, faire du crochet, faire du jardinage. Ça reprend bien évidemment toutes les fonctions domestiques, c'est-à-dire entretenir son lieu de vie, savoir laver son sol, savoir faire ses carreaux, préparer le repas en toute sécurité, pouvoir faire des achats, pouvoir utiliser les appareils d'électroménager. Alors effectivement, il y a plein de progrès et maintenant, il y a plein d'ustensiles comme le Cookéo, comme les aspirateurs qui font le ménage tout seul. Donc, ça simplifie un tout petit peu les tâches domestiques quand même. Ça rend service aussi. Ça reprend aussi la VJ, l'indépendance à table, pouvoir couper sa viande, se servir à boire, gérer le contenu de son assiette. Et ça reprend effectivement, comme on le disait tout à l'heure, les soins personnels et l'habillage, pouvoir se maquiller, pouvoir assortir ses vêtements, pouvoir bien se raser, comme le disait ma collègue tout à l'heure, pouvoir reconnaître ses médicaments. Voilà, tous les domaines qui sont travaillables et qui sont travaillés en activité de la vie journalière. Maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue Marion Capel, instructrice de locomotion. Merci.
Bonjour à tous, donc Marion Capel, instructrice de locomotion. Alors, la locomotion, en fait, ça s'adresse aux personnes non-voyantes et malvoyantes qui vont éprouver une gêne lors de leur déplacement. La loco, elle a pour objectif de permettre à une personne déficiente visuelle de retrouver confort, sécurité et autonomie dans les déplacements, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Pour y parvenir, on va proposer l'apprentissage de techniques, mais également de stratégies spécifiques qui sont basées sur le développement des autres sens et l'analyse de l'environnement. L'instructeur de locomotion, encore, désolé, c'est pas grave. L'instructeur de locomotion, il est aussi là pour conseiller la personne sur les aides techniques qui existent. La canne blanche, par exemple, ou encore le chien guide, ou le matériel de compensation. Ma collègue, tout à l'heure, vous parlait de lunettes, de surlunettes, qui sont des filtres photochromiques qui vont permettre, en fait, de limiter l'éblouissement, mais d'accentuer contraste et relief dans son environnement. L'instructeur de locomotion, il a également pour mission de détecter des problèmes d'accessibilité dans l'environnement de la personne. Ça peut être, par exemple, une absence de bande d'éveil à la vigilance au niveau d'un passage piéton. Ces bandes d'éveil qui sont les plaques blanches avec des petites boules, en fait, qui permettent à la personne déficiente visuelle de savoir qu'elle se trouve bien au niveau de son passage piéton. Ça peut être également de repérer des panneaux de signalisation qui ne sont pas à la bonne hauteur. Donc, il y a une hauteur minimale qui est de 2 mètres 20 ou 40, j'ai un petit doute, mais peu importe. Certains de ces panneaux sont beaucoup trop bas et la personne visuelle ne peut pas le détecter, même si elle est équipée d'un outil de détection, puisque c'est beaucoup trop haut. Et donc, du coup, ça devient dangereux lors des déplacements. Et une fois qu'on a détecté ces différents problèmes, on va interpeller les structures compétentes pour qu'elles puissent intervenir. Donc voilà la locomotion de façon générale. Ensuite, la locomotion, on va être sur des apprentissages, donc je vous ai de techniques spécifiques. Je vais vous en présenter quelques-unes parce qu'il y en a quand même pas mal. On a dans un premier temps la technique de canne, donc qui va permettre de détecter les obstacles et les reliefs au sol. Il est important de savoir que la canne blanche n'est pas utilisée que par les personnes qui sont non-voyantes. Une personne qui est malvoyante, je reprends l'exemple de tout à l'heure avec la vision tubulaire, donc c'est la vision centrale avec un champ périphérique qui est atteint. Donc la personne ne voit vraiment que devant elle, comme dans un petit trou de serrure. La canne blanche va lui permettre de détecter au niveau du sol les reliefs ainsi que les obstacles bas qui ne sont pas dans son champ de vision, ainsi que les obstacles qui vont être un peu sur son côté. Et pendant ce temps-là, elle va pouvoir lever le regard et gérer son axe de déplacement et aussi prendre des repères. Donc, ne soyez pas étonnés de croiser quelquefois dans la rue une personne avec une canne blanche qui, une fois installée dans le bus, va sortir un bouquin pour lire ou à la gare va pouvoir lire les horaires de train en cherchant son départ. Autre technique que je vais vous expliquer rapidement, c'est l'analyse de carrefour. Donc, sur la deuxième photo, on voit une personne avec une plaque aimantée qui dessine ici un carrefour en forme de croix. Grâce à l'utilisation des autres sens, la personne va être en capacité de se rendre compte qu'elle arrive à un carrefour, puisqu'elle aura entendu un croisement de voitures, ressenti un dénivelé au niveau du sol, ou alors ressenti une sensation d'ouverture parce qu'elle arrive à un angle de rue. Elle sera également capable de déterminer comment circulent les véhicules, d'où ils viennent et où ils vont, et ainsi de savoir quels sont les véhicules qui vont passer sur son passage piéton. Et aussi sur quel type de carrefour elle se trouve. Par exemple, si on entend des voitures qui vont s'arrêter de façon prolongée et régulière, on en déduit qu'on est sur un carrefour avec des feux. Des voitures qui vont ralentir et redémarrer et de façon totalement irrégulière, là on peut être plutôt sur un CD de passage. Le fait d'avoir toutes ces informations va permettre à la personne de savoir, du coup, à quel moment elle va pouvoir traverser son passage piéton et son carrefour. Avant tout ça, il faut savoir que la personne a besoin de trouver son passage piéton. Et l'exemple que j'aime bien, qui me semble pour moi très facile à imager, quand vous êtes sur un carrefour à feu, on a une architecture, on va dire ça comme ça, assez classique. Vous avez dans un premier temps les voitures, puis vous avez le feu, et devant le feu, vous avez le passage piéton. Et donc, la personne déficiente visuelle, en ciblant l'endroit où se trouvent les voitures qui sont à l'arrêt, va savoir que quelques mètres avant va se trouver son passage piéton. Elle peut alors le localiser et se diriger vers tout doucement, et ensuite vérifier, grâce à l'installation de bèves, de dénivelé ou de potelets, qu'elle est bien au niveau de son passage piéton.
Voilà, donc ça, c'est pour moi l'exemple le plus clair au niveau des techniques de locomotion. On en a d'autres que je vais pas avoir le temps de vous présenter, mais on va voir voilà, comment marcher droit sur mon trottoir en utilisant les voitures qui circulent en marchant parallèle à elles. On va voir comment prendre des repères en s'éveillant aux autres sens, comme l'audition, le podotactile, donc les sensations sous les pieds, la kinesthésie, qui est la sensation du corps dans le mouvement, le sens des masses, donc ressentir les pleins et les vides, et le toucher de canne. On va aussi apprendre à la personne à prendre les transports en commun, et surtout à créer une représentation mentale et spatiale de son environnement pour savoir où elle se trouve à chaque instant et où elle va. Voilà. C'est fini pour moi pour la locomotion, et je passe le relais à ma collègue Mégane. Bonjour, donc je m'appelle Mégane Butin, je suis ergothérapeute. L'ergothérapeute est un professionnel paramédical dont la mission est d'accompagner les personnes en situation de handicap à retrouver ou à maintenir leur autonomie dans leurs activités de vie quotidienne. Dans le cas des personnes déficientes visuelles, l'ergothérapeute va effectuer un bilan de la participation de la personne afin de déterminer quelles sont les difficultés et qu'est-ce qu'il peut proposer comme aide technique pour améliorer l'autonomie de la personne. Parmi ces aides techniques, on retrouve les aides à la lecture, donc ça va être les vidéos agrandisseurs. On peut en voir un sur la photo, vidéo agrandisseur, donc vidéo loupe, les loupes à main, etc. Ensuite, on a les machines à lire qui vont lire par synthèse vocale des textes scannés au préalable. On a aussi les lecteurs de livres audio et aussi les téléphones et smartphones adaptés. On en voit aussi sur la photo. Donc, il y a des téléphones qui sont vocalisés, qui sont faits exprès pour les personnes déficientes visuelles. Et on a aussi les smartphones classiques que tout le monde peut avoir et qu'on va adapter en mettant en place des applications dessus ou en changeant les paramètres. On retrouve aussi les aides techniques pour tout ce qui est vie quotidienne, les balances de cuisine, les thermomètres, les montres parlantes ou en braille. Ces aides techniques peuvent être vocalisées, présenter des repères tactiles ou un fort contraste, par exemple. On a aussi les filtres chromatiques dont on a parlé un petit peu déjà, qui limitent l'éblouissement dû à la lumière. Et enfin, les logiciels adaptés, comme ZoomText qu'on peut voir sur la photo, qui vont lire l'écran ou alors modifier aussi l'interface avec un curseur plus grand, un contraste plus adapté pour la personne, on peut changer la taille du pointeur, etc. Une fois qu'on a sélectionné ces aides techniques, on procède à des essais avec la personne, le plus souvent à domicile, et le choix se fait en collaboration avec elle. Et lorsque la situation le permet, l'ergothérapeute participe à la réalisation d'un argumentaire médico-technique chiffré avec recherche de devis auprès des fournisseurs spécialisés, et ça va permettre de solliciter les financeurs potentiels. Une fois que la personne s'est procuré le matériel, l'ergothérapeute intervient de nouveau pour faire la prise en main, c'est-à-dire apprendre à la personne à s'en servir. Voilà, c'était le rôle de l'ergothérapeute. Et là, je vous présente donc Laetitia Vanloo, qui est ergonome. Bonjour à tous. Alors, je suis Laetitia Vanloo, je suis psychologue et ergonome. Sur ces quelques minutes, je vais surtout aborder les missions de l'ergonome au sein du service. Alors, l'objectif premier de l'ergonome vise l'amélioration des conditions de travail. Il a pour but de diminuer les contraintes physiques et mentales des opérateurs au travail. Donc, l'analyse ergonomique est globale, participative et pluridisciplinaire. On va solliciter le conseiller professionnel, les médecins du travail, employeurs, etc. Au sein de notre service, l'objectif premier visera la compensation du déficit visuel par des moyens techniques et ou organisationnels afin du maintien à l'emploi d'un salarié, d'un agent dans le milieu ordinaire, privé ou public, ou auprès d'un travailleur en milieu protégé. L'ergonome peut également intervenir en appui du conseiller professionnel afin d'un soutien à l'insertion professionnelle. Dans le cadre du maintien à l'emploi, nos interventions vont concentrer sur tout type de métier et tout domaine d'activité. Des métiers incluant des tâches de type administratif, comme des métiers dits plutôt de terrain, tels que des auxiliaires de vie, agents d'entretien en espace vert, des agriculteurs, des ingénieurs, etc. Les interventions vont suivre la méthodologie classique d'ergonomie, analyse de l'activité, test utilisateur sur site,
Puis après, on va rédiger un argumentaire qui reprend l'ensemble des préconisations. La personne déficiente visuelle est donc au centre de la démarche et reste le principal acteur. Dans le cadre des interventions en milieu protégé, la déficience visuelle est ici généralement associée à un autre handicap. Il est régulièrement question de maintenir ou de développer une certaine polyvalence. Par exemple, on peut évoquer la mise à disposition d'un vidéoagrandisseur permettant de réaliser des tâches de contrôle qualité jusque-là jamais confiées. Les ESAT doivent faire face à de nombreux changements de clients et donc d'activités. La charge de ces dernières est par ailleurs souvent irrégulière. Alors, vous avez là une première photo montrant des essais de matériel sur un poste de travail dit administratif. Et voici d'autres photos d'aménagement de poste. Ainsi, les préconisations en milieu protégé comme en milieu ordinaire peuvent porter sur la mise à disposition d'aides techniques telles que présentées par ma collègue Mégane. Vidéoagrandisseur, logiciel de grossissement, machine à lire, clavier adapté, adaptation d'environnement lumineux. L'idée, c'est de tenir également compte du collectif de travail. Par exemple, quand on est en open space, il faut tenir compte également des collègues qui n'ont pas forcément une problématique visuelle. Voilà, nos préconisations peuvent également pointer à un réagencement du poste de travail. Donc, nos préconisations peuvent également pointer à un réajustement du poste de travail. Donc, comme ici, si on a une amputation du champ de vision, on a l'exemple ici en bas à gauche. De façon plus ponctuelle, nous pouvons être amenés à apporter quelques conseils d'accessibilité au poste de travail, accessibilité aux sanitaires, salle de pause, mise en contraste des obstacles. Par exemple, ici, le salarié se retrouvait régulièrement en difficulté pour activer l'interrupteur du couloir. La lumière lui permettant d'optimiser son potentiel visuel et ainsi limiter les risques de bousculer un collègue. Dans ce cadre, et pour ce point, nous sommes partis sur la préconisation d'un détecteur de présence. Au travers de ces différents rendez-vous et essais de matériel, la sensibilisation de l'entourage professionnel, N+1, collègues, etc., se fera de manière indirecte. Mais une intervention plus officielle peut également être mise en œuvre à la demande de la personne et avec l'aval de l'employeur. Dans le cadre de l'appui à l'insertion, l'idée est ici de repérer et préconiser les outils et stratégies qui permettront à la personne d'optimiser son autonomie et ses démarches de recherche d'emploi. Il est également important qu'elle puisse défendre son niveau d'employabilité face à un employeur potentiel en expliquant qu'elle dispose d'aides techniques et qu'elle en a la maîtrise. Ce travail en amont d'une insertion permet également d'ouvrir les champs des possibles quand on choisit des métiers. L'essence même de notre travail est de ne pas limiter la personne déficiente visuelle à un type d'activité professionnelle, mais de lui ouvrir les portes, lui assurant une insertion plus en adéquation avec ses motivations ou lui permettre de poursuivre son activité professionnelle avec des outils et une organisation adaptée. Voilà, je vais passer la parole à Amandine. Bonjour à tous. Alors, en temps normal, quand on intervient pour présenter un petit peu la déficience visuelle, c'est le moment où on met en situation les personnes. Là, évidemment, on ne peut pas le faire comme on est en visio. On a donc préparé une petite vidéo faite maison, qui est un exemple de comment accueillir et guider une personne qui présente une déficience visuelle. Je vous suggère d'augmenter bien le volume de votre ordinateur. La qualité est pas forcément optimum. On a mis des sous-titres pour pallier à tout ça. Alors, là, voilà.
Je ne sais pas si vous m'entendez, mais on fait les réglages pour qu'il y ait bien le volume. Est-ce que vous entendez? Oui, je ne sais pas si... Est-ce que vous entendez la visio? Je vois quelques têtes. Ne bouge Pas du tout. Non. Il y a quelques noms. Emeline, tu veux que je prenne la main? En fait, c'est Emeline qui met la vidéo. Est-ce que tu veux que je prenne la main, Emeline? J'ai activé le son, mais je vais recommencer. Il y a peut-être eu un bug. Bonjour. Bonjour Sarah. C'est Amandine, instructrice de locomotion. On s'est au téléphone la semaine dernière. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Bon, ça a été pour venir jusqu'ici? Oui, ça a été. Bon, ici, nous dans le hall de l'accueil du service Rémora. D'accord. Pour information, il y a le guichet d'accueil qui est situé à 1 heure. D'accord. Et l'escalier qui est situé à 11 heures. D'accord. Au niveau de la technique de guide, est-ce que vous la maîtrisez? Est-ce que vous avez un petit rappel? Je veux bien un petit rappel, merci. D'accord. Est-ce que vous avez un bras de préférence? Oui, votre bras droit. Mon bras droit, d'accord. Donc je vous rappelle, c'est moi qui vous propose mon coude, d'accord? Et donc vous le tenez, voilà, au-dessus de mon coude, en gardant votre coude près de votre corps, de manière à ce que moi j'ai un pas d'avance sur vous. D'accord. Vous vous souvenez, comme ça c'est beaucoup plus confortable pour vous. Oui. Et c'est pas moi qui vous attrape le bras. Oui. Très bien. On va se mettre en route, on va monter donc à l'étage pour aller au bureau. D'accord, merci. On arrive, il y a une main courante. Oui. Vous pouvez la prendre sur votre droite. Oui. C'est parti. Alors attendez. Hop. Très bien. Là, il y a un passage étroit. Vous vous souvenez, je mets mon bras dans le dos. Oui. De manière un petit peu plus derrière. Exactement. Très bien. D'accord. Bonjour madame. Bonjour. Vous me reconnaissez, c'est madame Mignon? Oui. Je vous serre la main. Merci. Vous allez bien? Très bien, oui. Bon, vous êtes entre de bonnes mains, je vous laisse oui. Faire votre séance. Merci beaucoup, à bientôt. Et on va aller sur la gauche. On a le petit bureau. On arrive dans une petite pièce d'entretien qui est de forme carrée. On a du matériel basse vision sur votre droite. Oui. Avez-vous une préférence? Vous installez dos ou face à la fenêtre? Dos à la fenêtre. Dos à la fenêtre, très bien. Hop. Donc je pose ma main sur le dossier, mais je vous laisse suivre mon bras pour pouvoir voir un petit peu la configuration de la chaise par rapport à la table. Est-ce que c'est possible par contre d'allumer un petit peu s'il vous plaît? Bien sûr. C'est mieux comme ça? Oui, merci. Au niveau du store, est-ce que je le baisse? Est-ce que je change un peu la lumière? Non, c'est bon, merci. D'accord, très bien. Alors, moi je m'assois en face de vous, oui, et on va pouvoir commencer l'entretien. Super. Voilà, donc je ne sais pas trop dans quelle mesure le son a pu être bien audible, mais bon, il y avait des sous-titres et l'idée c'était de montrer voilà, une manière d'accueillir. On va reprendre donc le PowerPoint. Donc, comme on a pu le voir, ce qui est important très rapidement, c'est par rapport à ce qu'on appelle la technique de guide, de proposer votre bras pour accompagner la personne en technique de guide. En aucun cas de lui tirer le bras, de lui attraper le bras ou de se mettre derrière et de la pousser par l'épaule. Ça peut paraître, ça peut faire sourire, mais des fois on le fait sans s'en rendre compte et pensant bien faire. On propose le bras à la personne, c'est le minimum de la technique de guide qui pourrait être développée, mais on trouve ça sur Internet. Hein. Sinon, si vous voulez en savoir plus sur la technique de guide, faites-vous connaître.
comme là dans la vidéo, hein, quand on croise quelqu'un, quand on s'approche, bah, bonjour, c'est Amandine, par exemple. De manière, on se présente, mais aussi on la nomme elle, pour qu'elle puisse savoir que c'est à elle qu'on est en train de parler. C'est tout bête, mais c'est important. Donc là, dans l'exemple, bonjour Amandine, bonjour Sarah, c'est Amandine, est-ce que vous allez bien? Comme ça, c'est très clair dans la communication et dans l'instauration du dialogue. On évite les termes vagues, hein, attention, ici, là. Là, j'ai marqué une phrase un peu forte volontairement. Les personnes déficientes visuelles ne sont pas dangereuses ni idiotes, tout simplement parce que très souvent, mais dans le cadre de tout type de handicap, on peut retrouver malheureusement cette tendance-là à ce que les gens qui reçoivent une personne déficiente visuelle, un médecin, un administratif, n'importe quoi, s'adressent à l'accompagnant et non pas à la personne concernée. Donc voilà, pensez toujours bien, vous adresser à la personne concernée, c'est toujours plus convivial et plus respectueux. Demandez toujours à la personne si vous pouvez l'aider avant de le faire. Que ce soit dans une situation là d'ouvrir une porte, traverser, parce qu'elle peut être en train d'analyser et de se préparer à le faire elle-même. Dites ce que vous faites. Par exemple, bah, attendez, je consulte mon ordinateur dans le cadre d'un entretien, si on reçoit quelqu'un dans un bureau. S'il y a un moment de silence, on peut ne pas comprendre ce qui se passe, donc tout simplement nommer ce qui se passe. De donner des informations spatiales toutes simples. Le bureau est sur votre droite, je pose le document devant vous. De préciser quand vous quittez une pièce ou quand vous absentez quelques minutes pour pas que la personne pense que vous êtes toujours là et qu'elle continue à vous parler. Ne pas déplacer les objets sans avertir, que ce soit un sac, une chaise, de préciser, ben, je déplace le sac ou j'en trouve la porte, attention. Et comme c'est montré dans la vidéo aussi, de vous assurer qu'en termes de luminosité, c'est quelque chose de confortable pour la personne. La lumière, qu'elle soit ni trop forte ni trop faible. De demander comment se positionner par rapport à la fenêtre. On a vu tout à l'heure que la photophobie est quelque chose qu'on retrouve souvent. On pourrait détailler beaucoup plus les petits conseils, mais c'est déjà des bonnes bases, les grandes lignes. Avec les éléments que vous avez eus, ça vous aide un petit peu, du coup, un peu mieux. Je vais redonner la parole à Madame Carion, pardon, pour la conclusion. Alors pour conclure, on entend souvent les personnes nous dire « Mon médecin m'a dit il n'y a plus rien à faire. Ce n'est plus la peine de revenir. » Mais nous espérons que cette petite heure passée ensemble vous permettra de répondre de manière plus positive. Il y a toujours quelque chose à faire. Les moyens de compensation sont nombreux, vous l'avez vu. Ils vont de la rééducation, du soutien psychologique à l'utilisation d'aides techniques. L'appropriation de ces méthodes de compensation spécifiques va entraîner une meilleure confiance en soi en restituant l'envie d'agir seul pour les personnes. Un degré d'autonomie satisfaisant pour limiter l'aide d'un tiers et réussir au mieux son insertion scolaire, sociale et professionnelle. Et ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a de multiples façons de mal voir. Chaque personne est unique. Il n'existe donc pas de solution type à apporter. Le handicap n'est pas toujours proportionnel à la déficience. Ainsi, chaque moyen proposé à la personne le sera parce qu'une évaluation de ses besoins aura été faite au préalable. Les professionnels de proximité relevant du droit commun ont donc un rôle essentiel à jouer pour orienter les personnes et leur apporter les informations utiles. Et pour vous aider à orienter au mieux ce public, vous retrouverez à la fin de ce PowerPoint un récapitulatif des structures spécialisées pour enfants et pour adultes, voilà, qui j'espère pourra être utile. Nous vous remercions de votre attention. Alors, merci beaucoup. Alors, merci pour votre attention. Alors, vraiment, un grand merci aux professionnels du service Remora qui sont vraiment venus en nombre aujourd'hui pour vous expliquer le handicap visuel. Alors, merci pour la présentation, merci pour la qualité des explications, merci pour les précieux conseils.
vous dire avant de nous quitter que qu'on va faire le break pendant les vacances. Donc le prochain 1 heure, pas de 1 heure pour l'autonomie pendant les mois de juillet et août. On va se retrouver donc à la rentrée pour un temps d'information qui aura lieu donc le 27 septembre avec un sujet sur la trisomie 21. Vous dire également que vous serez destinataire début septembre d'un petit questionnaire qu'on va mettre en place sur les 1 heure pour l'autonomie pour simplement vous questionner sur ce dispositif, voir s'il répond à vos attentes, s'il répond à vos besoins, vous simplement nous donner des informations sur le format et puis aussi nous contribuer donc à la mise en place, enfin, pas à la mise en place, mais en tout cas contribuer au calendrier 2023 et vous demander simplement de nous faire remonter des sujets que vous souhaiteriez voir traités dans le cadre de ce petit temps d'information. Écoutez, il me reste à vous souhaiter, et puis j'associe bien évidemment ma collègue Guillaume Descarpenteries, vous souhaitez donc un bon appétit, vous souhaitez une bonne journée, de très belles vacances, et puis on se dit au mois de septembre. Et donc, n'hésitez pas, s'il y en a encore à poser vos questions dans le chat, on y répondra donc avec les professionnels de Remora dans un second temps. Vous avez aussi les coordonnées donc du service. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à les contacter. Donc, merci pour votre présence et encore merci donc à Remora pour leur intervention. À bientôt donc.